Alors tout à l'heure, avec Jean-François Dumas d'Influence Communication, on se désolait du fait que au Québec, les universitaires, les intellectuels sont très peu présents dans les médias. Ben, on va faire mentir Jean-François Dumas, puisque mon prochain invité est à la fois un universitaire et un intellectuel, et quelqu'un qui écrit des livres et qu'on le reçoit puis qu'on va lui parler pendant un bon petit moment. C'est Christian Saint-Germain qui est auteur et professeur de philosophie à l'UQAM, et on va parler de son livre qui s'intitule Naître colonisé en Amérique. C'est publié aux éditions Libert. J'ai lu ça cette semaine et j'avoue que je me suis délectée. Pourquoi? Parce que Christian Saint-Germain, il y a pas grand monde qui trouve justice à ses yeux. Il s'en prend autant à Radio-Canada qu'à TVA. Tout le monde en parle qu'à Denis Lévesque. Il a des problèmes avec le PQ qui a remis son option de référendum en 2022. Les libéraux trouvent pas plus grâce à ses yeux. Bref, il tire pas mal sur tout ce qui bouge, Christian Saint-Germain. Bonjour et merci d'être avec nous à Boulevard 102.1. Bonjour Sophie, très content de vous parler. Ben oui, moi aussi. Pourquoi vous avez voulu intituler votre livre « Naître colonisé en Amérique ». Quand on parle en 2017 d'être colonisé, on a l'impression que ça fait un peu des fois chaussettes brunes et années 70 où les Québécois disaient « Oh mon Dieu, c'est effrayant, on est colonisé ». Est-ce que c'est encore pertinent en 2017 de se considérer comme des colonisés? Ben, ça n'a jamais cessé de l'être pour moi. Être colonisé, on l'est depuis l'acte de Québec, là, depuis la conquête. On est un peuple colonisé. Un autre peuple nous a vaincus sur un champ de bataille, nous a imposé une partie de son système politique, une grande partie de son système politique. Et il veut nous imposer sa langue à l'usure. On essaie, comme des Vénitiens, de résister à la disparition de Montréal sous le joug anglo-saxon, d'une certaine façon. Et donc, on est toujours colonisé. Colonisé, c'est une maladie bien subtile parce que, en fait, un de ses premiers symptômes, c'est qu'on s'en aperçoit pas. C'est qu'on se croit toujours devant des choix politiques à faire. On pense qu'on peut choisir entre, je donne toujours le même vieil exemple, entre une salade traditionnelle ou crémeuse chez Saint-Hubert. C'est-à-dire, on pense toujours que, ah non, je reste dans le fédéralisme ou je m'en vais vers plus du côté du nationalisme. On s'imagine toujours qu'il y a un choix à faire alors que cela nous est imposé depuis nos parents. Et donc, c'est une maladie à la fois silencieuse, invisible, et qui fait croire qu'elle n'existe pas. Et donc, ça n'a rien à voir avec une époque révolue. C'est toujours d'actualité le fait d'être colonisé, parce que dans le fond, on est un des rares peuples modernes. Je donne toujours l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a eu son indépendance en 1976. Nous, on a des barrages, on a une caisse de dépôt, on a tout ce qu'il faut, on a même Céline Dion. Donc, mais on n'est pas capable, finalement, d'être un vrai peuple, c'est-à-dire de se comporter comme des adultes politiquement. Il faut que des autres répondent à notre place. Mais vous dites on n'est pas capable. En même temps, on se les fait demander. Je veux pas être cynique, mais réaliste et lucide. On se les fait demander 2 fois, une fois en 80, une fois en 95. Puis collectivement, on a dit non. Est-ce que on s'est fait voler les élections? Est-ce que ça s'est fait de la façon la meilleure? Toujours est-il qu'à 2 reprises, on a dit non. Donc, on a refusé à 2 reprises de devenir des adultes? C'est-à-dire qu'en 95, on est assez proche du vol. Là. Je pense que l'histoire nous a montré qu'on est assez proche du vol, mais que nos leaders sont des leaders colonisés, un peu ce que mon livre essaie de montrer. Dans votre introduction fort charmante, vous disiez, fort plaisante en vérité, mais vous disiez que le PQ pose problème pour moi. Non, moi j'ai plutôt une solution pour le PQ. Il faut que le PQ disparaisse le plus vite possible. C'est le pire ennemi de l'indépendance du Québec, au sens où il tient le temps, il essaye de tuer le temps, c'est ce que j'appelle l'intendance du temps perdu, et donc son objectif, il est composé de colonisés sympathiques, de gens qui veulent le bien, qui veulent refaire, je sais pas quoi, repatcher, si vous me permettrez l'anglicisme, la loi 101, ils se tiraillent, ils ont 450 propositions, mais la vraie proposition, c'est de renouveler le discours indépendantiste en Amérique du Nord, et donc, mais ça, ils sont pas capables de le faire parce qu'ils sont dilués, fascinés par le jeune Trudeau, et donc ils sont dans cette mouvance-là, et donc on a les résultats homéopathiques qu'on va voir en 2018 probablement désastreux. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, j'anticipe un peu vos questions, mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a de la vie après le PQ, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la vie nationaliste après le PQ, ou on s'en va avec l'amicale des retraités de la Régie du logement là. Oh là là, vous y allez fort. Mais donc, ce que vous reprochez, en fait, au PQ, c'est bien sûr d'avoir mis en veilleuse son option référendaire, enfin de l'avoir mis dans sa petite poche d'en arrière, puis de la ressortir seulement en 2022. Ça
Ça s'appelle une dérive opportuniste. Donnez-moi le pouvoir. Si j'ai pas le pouvoir, je peux pas rien faire, puis je peux pas parler des choses importantes. Mais ça ressemble essentiellement à quelqu'un qui ouvrirait son imperméable dans un parc, là. C'est-à-dire qu'il dit, c'est ça une attitude de coloniser. On essayait de déterminer tout à l'heure qu'est-ce que c'était être colonisé. Être colonisé, c'est être à ce point, j'emploie une expression, être à ce point, il faut faire attention au choix des termes, là, mais il faut être, on est assez cabochon pour dire qu'une chose aussi importante, aussi noble que l'indépendance d'un peuple, on peut pas en parler tout de suite, il faut attendre 4 ans, ou il faut attendre le moment propice, comme si c'était quelque chose de grossier, comme si c'était, on allait exhiber ses organes génitaux, là, alors que, non, c'est pas ça, là. La vraie question, on doit pas en avoir honte, la vraie nature des peuples, c'est de devenir adultes et de ne pas laisser des gens qui ne parlent pas notre langue répondre à notre place quand d'autres peuples nous interpellent, ou c'est pas de se laisser disparaître, ou c'est pas de prendre position sur la légalisation du cannabis, ou il y a toutes sortes de belles questions où on peut se divertir, mais les vraies questions essentielles, ils sont posées à des vrais leaders. Or, ma thèse, c'est juste de dire que les leaders qu'on a eus, à la fois Parizeau et Bouchard, étaient des colonisés. Ils pouvaient pas faire autrement, c'est des perdants en chef. Le colonisé veut un perdant en chef. Et parce que, justement, l'expérience de la liberté, il l'a pas fait. Il est depuis 200 ans de défaite, un fils de père humilié, et donc il répète sans cesse, à travers ses chefs, même ceux qui disent qu'ils veulent l'indépendance, il répète le même traumatisme d'avoir été cédé à l'Angleterre, et puis il veut disparaître. En fait, aussi, il veut disparaître. Un peuple de colonisés a intériorisé le désir de meurtre de son colonisateur, évidemment. Ouais. Bon, là, ça, c'est pour tout l'aspect de la politique. Puis je pense que vous avez très bien résumé, en tout cas, les points essentiels de votre essai. Mais moi, ce qui m'a fasciné, bien sûr, puisque je suis à la base une chroniqueuse culturelle, c'est le regard cinglant. Parce que là, on sait que vous êtes cinglant en politique, mais c'est le regard cinglant que vous portez sur la chose culturelle au Québec. Vous utilisez des expressions comme, par exemple, la grossièreté de masse. Vous ridiculiser les discours vous parlez d'une conversation, entre autres, entre Penelope McQuaid et Nathalie Petrosky, où vous dites que c'était comme des coiffeuses dans un sous-sol ou quelque chose comme ça. Vous en prenez à Éric Salvaille et Jean-Philippe Vauthier. Vous en prenez à Tout le monde en parle, à Denis Lévesque. C'est quoi le plus gros problème, selon vous, sur la scène culturelle québécoise en ce moment? En fait, c'est ce qu'on doit essayer de comprendre ici, c'est une affaire assez simple. C'est-à-dire que si on veut reparler d'indépendance au Québec après 50 ans de purée texturée péquiste, il faut essayer de capter l'attention par un mode satirique d'un auditoire. Acheter un livre au Québec, là, c'est pas un réflexe spontané du Québécois en général. Ça dépend. Si c'est un livre de recettes de Ricardo, c'est un réflexe. Ricardo, c'est autre chose, mais moi, j'ai pas le talent de Ricardo, puis j'ai sûrement pas sa taille, puis sûrement pas non plus son compte en banque. Son compte en banque, exactement. Moi, j'enseigne dans un demi-sous-sol à l'UQAM. Mais si on doit capter l'attention, il faut bien montrer le caractère déprimant de la télévision québécoise. C'est une déprime sans fond, là. C'est-à-dire qu'on refait les belles histoires. Il y a je sais pas combien de versions des belles histoires. Tout le monde en parle, revient pour une 14e saison. Ça a fini au bout de 35 ans, ou je sais pas trop. Hein. On est vraiment avec des bulles de goudron, là. C'est-à-dire qu'il se passe rien. Et donc, puis en plus, ces émissions-là, dans la perspective d'une analyse du colonialisme, ces émissions-là font juste fixer le consensus québécois fixer le consensus québécois, ça veut dire essentiellement avoir Anne-Marie Duchot à Radio-Canada à travers le diffuseur colonial, avoir le charmant Denis Lamalisse à LCN, le révolutionnaire avec J'en reviens pas, et avoir essentiellement aussi Guilla Lepage là, qui va pouvoir probablement transmettre son émission à ses enfants parce qu'on va continuer de prolonger une émission de chaise subventionnée, lourdement subventionnée par l'État. Et donc, on est là-dedans. Alors, le Québec, il bouge pas. C'est cette stagnation-là. C'est qu'on l'immobilisme québécois. Ouais, l'immobilisme québécois que vous dénoncez. On réinvente pas les codes ni les genres. On fait des émissions de chaises, on reproduit des affaires, mais c'est parce qu'aussi la population vieillit, puis c'est comme si on s'était adapté au vieillissement cognitif, là, je sais pas.
Et donc, ouais, mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, Christian. Ben, je suis d'accord avec vous sur certaines choses. Là, je dirais pas lesquelles. Mais par exemple, prenons justement la fameuse les belles histoires des pays d'en haut. Ça a été refait de façon magistrale. Vincent Leclerc est absolument extraordinaire en Séraphin Poudrier. Il se fait au Québec parce que vous avez choisi évidemment des exemples de choses qui ne vous plaisent pas et qui sont peut-être qui auraient peut-être en effet besoin. Je suis un spécialiste des belles histoires, mais des anciennes belles histoires. Moi, je peux vous parler du Père Zim, je peux vous parler de la Fouine, je peux vous parler de la Grosse Georgiana. Non, mais pourquoi vous aimez pas l'adaptation 2017 qu'on en a fait? Parce que je me fais vieux, ça doit être pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve votre portrait de la télévision québécoise occulte un certain nombre d'émissions qui sont extrêmement modernes, qui sont très rythmées, qui sont très bien faites et qui sont pas. Mais ça donne pas grand-chose parce que de toute façon, c'est les gens de. Moi, j'ai une adolescente, donc elle ne met pas, elle regarde à peine elle regarde jamais la télévision. En fait, si vous aviez raison, ce serait triste parce que finalement les jeunes ne sont plus devant la télévision, ils sont sur Internet, sont sur Netflix, et donc ça a plus même en concédant votre propos sans doute plus équilibré que le mien, ça donnerait rien parce que dans le fond c'est fini la télévision. C'est pour les gens qui ont un certain âge comme moi ou qui s'apprêtent à faire une entrée remarquée ou j'allais dire anonyme en CHSLD et qui prennent des médicaments vers 7h30 là. Donc les Québécois, si je résume, et en politique et en culture, les Québécois ont honte d'être ce qu'ils sont? Je sais pas si on honte pour ça. Dans le fond, les Québécois n'ont pas honte. C'est ça, aussi des grands drames de la société québécoise. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de leur faire honte parce que ça, c'est une stratégie que les colonisateurs font sur les colonisés. Avec la question du racisme, par exemple, on essaie de les inférioriser toujours davantage. Puis comme eux sont pas sûrs de leur existence ni de leur avenir en raison de leur fragilité démographique, ils croient ce qu'on leur dit. C'est-à-dire, on est peut-être un peu raciste, on est peut-être ceci, on est peut-être cela. Ça marche bien, ça, avec des colonisés. Ça marche à tout coup, à vrai dire. On peut construire on peut construire toute une politique libérale avec ça. Ouais. Christian, ça a été très court, mais très sympathique de vous parler. J'encourage les gens à aller lire votre livre. Surtout, vous avez une plume assez cinglante, vitriolique. La seule chose que je vous dirais rapidement, vous citez Queneau, vous citez Sade, vous citez Pasolini. Moi, j'adore ça. Mais combien de ces auteurs-là, combien de ces penseurs-là sont enseignés dans les écoles ou dans les universités québécoises? Je cite aussi Régis Chartrand et je parle de Guy Cervelin-Aymon, qui est quand même la culture profonde, non? Oui, tout à fait. C'est assez bien équilibré quand même. Christian, ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Christian Saint-Germain, qui est auteur et professeur de philosophie à l'UQAM, et il nous parlait de son livre « Naître colonisé en